Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Ce dimanche, nous recevons sur ce plateau M. Ousmane Sonko. Il est le président du parti PASTEF Les Patriotes. Bonjour et bienvenue M. Sonko. Bonjour Madame Baké. Alors, pour briefer un peu nos auditeurs et téléspectateurs, Ousmane Sonko, vous êtes le président du parti PASTEF Les Patriotes depuis sa création le 4 janvier 2014, ancien secrétaire général du syndicat autonome des agents des impôts et domaines de 2005 à 2012. D'ailleurs, vous êtes l'initiateur de ce syndicat. Bien évidemment, vous êtes inspecteur principal des impôts et domaines. A-t-on dit l'essentiel? Évidemment. Alors, une procédure disciplinaire a été déclenchée à votre endroit. D'après les informations, la commission en charge de ce dossier vous reçoit le 24 août prochain. Quelle sera votre stratégie de défense? Permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser une fois de plus à nos concitoyens d'ici et de la diaspora. Vous avez ouvert cette émission par la question qui me semble être la moins importante, tellement elle relève de la machination et peut-être de cette tentative perpétuelle du pouvoir en place de faire la diversion à chaque fois qu'elle est dos au mur, notamment en essayant d'attaquer les adversaires politiques en deçà de la ceinture. Nous n'accordons pas énormément d'importance à cette procédure. Pourtant, il y a beaucoup d'enjeux. Votre carrière, même au sein de la J'y reviendrai. Nous n'y accordons pas énormément d'importance pour plusieurs raisons. Oui. La première, c'est que en nous engageant sur la voie que nous sommes tracés, nous nous attendions de la part d'une classe politique qui n'a jamais conçu la politique et l'État, et surtout les moyens que l'État met à leur disposition, comme des moyens de règlement de compte ou de liquidation d'adversaires politiques. Nous savions pertinemment qu'une fois que notre discours ferait mal, évidemment, les gens seraient tentés de chercher la petite bête. Oui. Mais pourquoi je dis qu'on n'y accorde pas cette importance? C'est que dans ce pays, et vous, la presse, vous y avez une grande responsabilité, nous avons du mal à faire le départ entre l'essentiel et l'accessoire. C'est-à-dire? Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons soulevé un certain nombre de débats publics, qui sont des débats, à mon avis, cruciaux par rapport à la gouvernance et particulièrement à la gouvernance économique de ce pays et qui déterminent pour une large part l'avenir de ce pays, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Jusqu'au moment où je vous parle, vous n'avez entendu à aucun moment sur toutes les questions que nous avons soulevées, notamment la question de la gestion des ressources pétrolières, l'implication de la famille présidentielle, le commerce des titres pétroliers du Sénégal sur le marché international, sans que toutes les conséquences, notamment en termes de recettes fiscales, n'en aient été tirées. Oui. L'affaire ArcelorMittal, qui est un scandale aussi bien dans la conclusion de l'arbitrage qu'aujourd'hui le fait qu'on ne retrouve pas les 75 milliards au complet dans le budget de l'État. Le coût du référendum qu'on nous avait annoncé en grand pop comme ne devant pas dépasser 3 milliards et qui, dans la loi de finances rectificative, évidemment, cumule à plus de 10 milliards. Sans compter les autres aspects qui non intégrés, notamment le coût des campagnes électorales, etc. Les conséquences des différents... à combien ce coût des campagnes électorales? Vous savez, c'est difficile quand on n'a pas des chiffres et des bilans, oui. Mais ce qu'on peut prendre, c'est ce qui est déjà dans le budget. Mais tout le monde sait que tous ceux qui ont pris parti dans cette campagne référendaire-là ont dû mettre quelque chose. Même les petites formations ont dû mettre quelque chose pour faire des flyers, pour faire des tournées, etc. Sans compter eux qui ont distribué des camionnettes de riz, des billets d'argent, ainsi de suite. C'est évidemment plusieurs milliards qui ont été bousillés. Les rapports des différents corps de contrôle, et lors de notre dernière conférence de presse, nous en avons tiré un seul, notamment le rapport de l'IGE 2014, qui, ne serait-ce que sur une seule question, montrait qu'on a perdu plus de 38 milliards de recettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Je peux établir une longue liste. Oui. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez entendu un seul membre de l'APR ou du gouvernement répondre sur ces questions de fond? Parce qu'ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils savent que nous avons raison. Oui. Mais pour divertir et pour orienter le débat ailleurs, on vous sort un débat sur une procédure disciplinaire contre Ousmane Sonko. Comme ça a été le cas avec le rapport de l'OFNAC, personnel, jusqu'à présent, on ne parle pas du fond, mais on divertit le peuple en créant un dossier sur
la brave dame qui a fait un travail extraordinaire et a résisté à toutes ces pressions, comme sur l'affaire Abdoul Mbaye, où on sort des questions relatives à une vie privée, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, la question relative à la procédure disciplinaire ne m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est accessoire par rapport au débat que nous avons soulevé et au combat que nous avons accepté d'assumer. Et nous voulons aujourd'hui, j'ai vu hier un journaliste qui a approfondi un peu l'une de nos révélations, lorsque nous avons dit que dans la loi de finances rectificative, il y a inscrit des crédits pour un marché de gré à gré donné à une entreprise créée en 2015, qui n'a aucune référence et qui se retrouve avec la construction des cités ministérielles de Diamniadio. Évidemment, un journaliste a fait quelques investigations pour découvrir les autorités qui sont derrière ces montages-là. Ce qui nous intéresse, nous. Donc, ce sera votre stratégie de défense? Non. Là, je vous parle d'abord, je recentre le débat pour éviter qu'il y ait diversion. Après, une procédure disciplinaire dont j'ai été informé par voie d'huissier. D'abord, une suspension illégale, anticonstitutionnelle, inconstitutionnelle. Une suspension qui a été prise par une autorité qui n'en a pas le pouvoir. Le directeur général des impôts et domaines n'a pas le pouvoir de suspendre un inspecteur des impôts, puisque la Constitution et le statut général de la fonction publique ont bien précisé quelle est l'autorité. Et seul le président de la République, qui nous a nommés au corps par décret, peut prendre un décret pour prononcer une suspension. Et il se retrouve pris dans son propre piège, parce que quelle que soit l'issue de la procédure disciplinaire, le conseil de discipline ne fera qu'un rapport qui lui sera transmis. C'est à lui de signer un décret pour dire je vais radier Ousmane Sonko ou pas. Donc le dernier mot revient au chef de l'État. Oui, à lui seul. Mais ce que je veux dire, il a essayé de se cacher derrière des seconds couteaux, mais en réalité, il ne savait pas que c'est à lui que reviendra le dernier mot. Mais ce que je veux dire, cette affaire n'est pas administrative. Je veux que tous les Sénégalais comprennent que cette affaire est une histoire de règlement de compte entre M. Macky Sall, président de l'APR, et M. Ousmane Sonko, président de Pastef les Patriotes. Et qu'est-ce qui est à l'origine du courroux? Ça n'a rien à voir avec une procédure disciplinaire. Je suis un agent qui est dans un service, j'ai un directeur. Mais savez-vous que c'est moi qui ai annoncé à mon directeur ma suspension? Si j'avais commis des fautes dans l'exercice de mon travail, le premier qui devait s'en apercevoir, c'est mon directeur. Allez demander à mon directeur, le directeur du contrôle interne, est-ce qu'il a à se plaindre de mon comportement au travail? Allez demander à n'importe qui, durant les 15 ans que j'ai passé aux impôts et domaines, s'il y a une seule fois où on ait eu à se plaindre, aussi bien sur le travail, sur le plan du rendement au travail, de la probité morale ou de la régularité. Est-ce qu'il y a eu une seule fois où j'ai fait même l'objet d'une demande d'explication ou alors qu'on se soit plaint? Maintenant, je suis un acteur politique, je m'intéresse à la gestion de ce pays et particulièrement à la gouvernance économique. Toutes les questions que j'ai soulevées n'ont aucun rapport avec mon travail. C'est des questions qui se trouvent dans des documents publics, soit dans une loi de finances publiée au journal officiel, soit dans un document publié dans les sites ministériels. Donc ces documents-là, j'en ai accès. Nous en avons accès dans le cadre de notre parti politique. Nous les avons appréciés, analysés, décortiqués et nous avons trouvé la faille et nous en avons parlé publiquement. Avec le président Macky Sall, c'est quoi le problème? Je crois que nous avons un apprenti dictateur à la tête de ce pays. Le président Macky Sall, et il l'a dit d'ailleurs à une haute autorité de ce pays que je ne citerai pas, mais lui n'osera pas le nier, que c'est par la dictature qu'il compte diriger ce pays. Ah oui? Le président Macky Sall est un homme fondamentalement violent dans sa manière de faire de la politique. Rappelez-vous, en 2002, qui forçait un bureau de vote pour voter alors qu'il n'avait pas les pièces requises, du simple fait qu'il était ministre. C'est un homme qui, à chaque fois que la loi ne va pas dans le sens souhaité, viole la loi. Rappelez-vous de la fameuse décision de la Cour suprême sur l'affaire des enseignants. Rappelez-vous de l'interdiction qui a frappé un de ses nouveaux alliés de sortir du territoire et qu'il a mis dans son avion pour voyager. C'est un homme qui est convaincu, puisqu'il n'a pas de programme ni de vision, qu'il faut intimider les Sénégalais, qu'il faut instaurer un rapport de force. Et c'est là où il se trompe. Le message que je voudrais lui envoyer à travers cette émission, c'est que nous ne sommes pas intimidables et que ça nous importe peu d'être dedans ou en dehors de l'administration. Moi, je ne suis pas venu à l'administration parce que quelqu'un a pris un décret. J'ai fait mes études,
j'ai fait un concours sélectif avec des milliers de maîtrisards et par la grâce de Dieu, j'y ai réussi en entrant major et j'ai choisi de faire impôts et domaines. Je ne le dois pas à Macky Sall ni à personne. Oui. Mais ça m'importe très peu aujourd'hui, je vous le dis. Et tous ceux qui me connaissent savent de quoi je parle parce que dans tous les cas, je m'étais inscrit dans une perspective de quitter l'administration où je n'ai plus rien à prouver, de rester ou de partir. Mais, donc vous avez une volonté de quitter l'administration. Mais pour le principe, oui. Nous mènerons le combat jusqu'au bout. Vous savez pourquoi? Oui, par rapport à l'administration. Oui, je dis pour le principe. Oui. Nous mènerons le combat de cette procédure disciplinaire jusqu'au bout. Oui. Attendez-vous à des sanctions sévères? Un pool d'avocats a été commis. Oui. Et est en train de dérouler des procédures. On ne mène pas ce combat parce qu'on a peur de quitter l'administration, mais on le mène parce que ce serait un précédent dangereux. Le message qu'on veut envoyer, c'est un message à tous les fonctionnaires. Soit vous ne faites pas la politique, ou si vous voulez le faire, vous vous alignez au parti au pouvoir. Il y a 10 fois plus d'inspecteurs des impôts dans l'APR que dans PASTEF les Patriotes. Mais c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui que nous menions ce combat. Nous écouterons ce conseil de discipline illégalement constitué également, parce que n'a pas respecté la procédure qui veut qu'on instaure d'abord un comité administratif paritaire, lequel doit être composé de 2 agents représentant le personnel et deux autres agents représentant l'administration, que ça doit se faire au sein de notre administration et non pas la fonction publique, parce qu'il y a il n'y a pas un conseil de discipline, il y a un conseil de discipline par corps. Et ensuite, qu'un rapport me soit transmis, parce que jusqu'au moment où je vous parle, je n'ai pas encore reçu notification des greffes qui me sont faits. Oui. Et que je puisse, moi, l'examiner, que le rapport établi par le rapporteur du conseil de discipline me soit transmis, que je l'examine, que j'apporte mes réponses avec mes avocats éventuellement, que le conseil puisse nous entendre et préparer un rapport éventuellement. Tout ça n'a pas été respecté. Toujours dans le cadre de cette procédure, M. Sonko, attendez-vous des sanctions sévères? Mais évidemment, puisque c'est une procédure téléguidée directement par M. Macky Sall et Madame éventuellement, qui pense pouvoir liquider un adversaire politique avec une procédure disciplinaire. Oui, j'y reviendrai. Mais ce que je puis dire, c'est que quelle que soit l'issue, je l'ai dit dans l'un de mes postes, Macky Sall ne peut pas gagner. Quelle que soit l'issue, même si je faisais l'objet d'une radiation, il ne peut pas gagner. Il a déjà perdu ce combat. Et chaque acte qu'il pose révèle le véritable visage de l'homme. Nous nous battrons pour le principe. Un conseil de discipline va se prononcer. Lui va prendre un décret qu'on peut attaquer en première instance, en appel, en cassation, devant la Cour de la CEDEAO, au Bureau international du travail. Et si à l'issue de toute cette procédure-là, on considère que la radiation est fondée, oui, mais ça ne nous empêchera pas, nous, de continuer à faire notre politique et de mieux la faire d'ailleurs, parce que les contraintes que nous nous fixons nous-mêmes, c'est justement parce que nous sommes fonctionnaires. Et le droit de réserve qui vous est posé dans ce problème? Je ne peux pas épiloguer sur le droit de réserve parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas officiellement dit que vous êtes suspendu pour avoir violé l'obligation de réserve. Je n'ai pas vu un document officiel qui le dise. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme motif. Mais, vous me donnez l'occasion de préciser un certain nombre de choses. Le droit de réserve n'est pas un droit de complicité avec les magouilles et les malversations. Il faut que ce soit très, très, très clair. Le débat a été biaisé quand certains ont voulu me positionner comme un lanceur d'alerte. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Encore que j'encourage l'émergence de lanceurs d'alerte au sein de nos administrations. Je l'encourage. Et pour cela, pourquoi aujourd'hui on refuse à une administration comme la douane d'avoir un syndicat? Pourquoi on essaie de casser d'autres syndicats, y compris aux impôts et domaines? Parce que le mal qui est dans le système ne peut trouver de solution que dans le système. La résistance ne peut se faire que de l'intérieur. Et il faut que les fonctionnaires se rappellent qu'ils ont prêté serment pour servir un État, oui, c'est-à-dire le peuple sénégalais, et non pas ni une famille, ni un régime, encore moins une junte qui est là à violer la loi à longueur de journée, oui, selon les intérêts personnels ou politiques. Justement, à partir de ce moment, je reviens pour dire que je suis président d'un parti politique. Oui. J'analyse des documents officiels en tant que président de parti politique. Je peux avoir, avec ma formation, éventuellement, le recul que certains n'ont pas, pour voir dans ces documents-là ce qu'ils n'ont pas vu. Nous pouvons avoir dans le cadre de notre parti beaucoup plus de volonté à faire ces recherches-là, mais attendez, le document de programmation pluriannuelle était dans le site du ministère depuis 2015. Il suffisait de faire des recherches pour voir que voilà les institutions qui doivent beaucoup d'argent, beaucoup d'impôts au trésor public. Oui. Donc,
Je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un politique qui scrute les politiques publiques, qui, étant dans l'opposition, est là pour signaler les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et qui est dans l'administration sénégalaise. Mais évidemment, ça c'est ma profession. Oui. Je ne suis pas moins dans la... Je ne suis pas... Non, vous savez, l'obligation de... Madame, ne faites pas la confusion. Oui. Le jour où on me dira tel dossier t'a été confié dans le cadre de ton travail et que tu es sorti en parler, vous me ferez me parler d'obligation de réserve. Jusqu'à présent, je vous ai dit tout ce que j'ai cité. Un rapport de l'IGE n'a rien à voir avec mon travail. Oui, pour continuer... Une loi de finances rectificative n'a rien à voir avec mon travail. Oui. Il faut qu'on soit très clair. J'ai 15 ans d'expérience dans l'administration. J'ai été agent en complément d'effectifs. J'ai été stagiaire, titularisé dans un poste. J'ai servi au sein des grandes entreprises. J'ai été vérificateur fiscal, chef de la brigade immobilière. Vous savez que si je devais violer l'obligation de réserve, j'ai à boire et à manger. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent est tiré de documents publics accessible à tout Sénégalais. Le reste, c'est est-ce que vous, Ndeye Fatou, si vous avez la loi de finances rectificative, vous avez la possibilité de l'exploiter et d'en tirer tous les enseignements ou pas. Donc, je ne suis pas lanceur d'alerte et je n'ai pas violé l'obligation de réserve. Il faut que ce soit très clair parce que le débat est biaisé quand on le pose de cette manière. Mais pourquoi j'ai dit que c'est pas la... Nous parlons un peu du soutien du syndicat des impôts et domaines. Est-ce que ce soutien pesera lourd dans votre procédure? Vous savez, moi je suis membre du syndicat des impôts et domaines comme des centaines d'autres. Ce que je veux dire à tous les agents des impôts et domaines, c'est que je suis très touché par leur marque d'attention, de soutien moral, d'encouragement. L'unanimité n'est pas de ce monde, évidemment. Parmi les inspecteurs, parmi les agents des impôts et domaines, il y en a qui ne partagent pas notre combat et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui n'ont jamais vu d'un bon œil l'initiative de créer un syndicat et de se battre pour faire avancer les agents. Mais l'écrasante majorité oui, nous a marqué son soutien, sa solidarité et cela me suffit. Je n'ai pas besoin fondamentalement d'un autre type de soutien. Y a-t-il pas confusion entre le syndicat et le parti? Je termine sur ce chapitre avant de répondre à ça. Deuxième chose, oui, il faut que les gens sachent raison garder. Nous sommes 1400 agents des impôts sur 14 millions de Sénégalais. Quand nous parlons, nous ne parlons pas de la DGID. C'est un petit élément. Nous parlons pour 14 millions de Sénégalais. Les questions que nous soulevons, c'est par rapport à 14 millions de Sénégalais. Il faut que les gens arrêtent de penser que nous sommes le nombril du monde et que tout ce qui se dit concerne fondamentalement des débats internes. Nos querelles internes, on va les gérer parce qu'on se connaît tous. On se connaît tous et chacun est libre d'avoir sa position, de se blinder, de préparer son combat, de livrer les informations qu'il pense devoir livrer, mais nous le gérerons. Mais notre interlocuteur et notre cible, quand nous parlons, nous, moi, Ousmane Sonko, quand je parle en tant que président de PASTEF, oui, je parle à 14 millions de Sénégalais et je parle pour l'intérêt de 14 millions de Sénégalais. Quand j'étais simplement syndicaliste, non seulement je parlais pour les agents des impôts et domaines, mais je défendais l'intérêt des Sénégalais. Je vous donne des anecdotes. Pourtant, il y a beaucoup de membres des impôts. Attendez, je vais répondre à ça, mais permettez-moi de vous donner des anecdotes d'abord. J'ai entendu des gens dire, oui, mais il était où quand Wade faisait ceci, c'est maintenant qu'on le voit. J'étais syndicaliste, je n'étais pas acteur politique. Mais en tant que syndicaliste, nous avions très tôt compris que le syndicalisme de haut cadre, si ça se limite à dire donnez-nous, permettez-nous d'accéder à un logement décent, permettez-nous d'être bien payés, c'est du syndicalisme alimentaire. Et c'est pourquoi on a très tôt posé le curseur. J'ai ici quelques coupures. En 2007, quand je sortais une publication sur la loi 2005-Z25 qui accordait à ArcelorMittal une exonération totale et cumulée du code des investissements et du code minier parce que Arcelor disait qu'il va investir 250 milliards, j'avais dit que c'est une loi dangereuse, une loi inconstitutionnelle, source d'illégalité illustrative d'une politique fiscale anarchique. Oui. Ensuite, toujours en 2008-2007, ça c'est un article publié par Walfadjri de l'époque. Vous voulez revenir sur votre passé syndical? Je veux dire aux Sénégalais que notre combat... Et que répondez-vous à ceux qui disent que le siège de votre parti PASTEF... Laissez-moi, je reviens sur ça, mais je veux simplement clarifier certaines choses. Pour dire aux Sénégalais que depuis 10 ans, nous n'avons, même en tant que syndicalistes, quand nous disions que c'est dangereux de prendre une société anonyme, notamment l'APIX, et lui donner toutes les terres de Diamniadio
à Mbour. L'article est là et c'était publié par Walfadjri du jeudi 21 juin 2007. Quand nous décidions, nous, d'engager notre syndicat aux assises nationales et que M. Farba Senghor est sorti pour faire des menaces contre tous les fonctionnaires qui iraient aux assises nationales, j'avais accordé une interview au Populaire pour dire que nous ne servons pas un parti ni un régime, nous servons un État et en tant que syndicat, nous sommes libres de participer à tout exercice national. Oui. Donc, nous avons été toujours constants dans nos prises de position. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, si on considère, parce qu'au sein de l'administration fiscale, les gens ont voulu faire des amalgames. Le syndicat, sa vocation première, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres. Oui. Si moi, agent des impôts et domaines, je fais l'objet d'une procédure disciplinaire, la seule question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que cette procédure disciplinaire est fondée ou pas? Est-ce que c'est lié à mon travail ou est-ce que c'est un déplacement du débat politique? Si la réponse est oui, c'est-à-dire si la procédure disciplinaire est fondée, le syndicat n'a pas à prendre position dans ce cas-là. Si ce n'est pas le cas, le syndicat doit pouvoir prendre position comme ça doit être le cas pour n'importe quel agent. Moi, j'ai été à la tête de ce syndicat. J'ai défendu des agents, y compris des agents qui étaient de l'APR et qui ont été victimes d'ostracisme, que j'ai défendu dans la maison. J'ai défendu des agents jusque devant le procureur de la République. Pourquoi ne le ferait-on pas? Parce que simplement c'est Ousmane Sonko, président d'un parti politique et membre du syndicat. C'est là où ce n'est pas logique. Maintenant, après... Y a-t-il des membres du syndicat qui militent dans PASTEF? Mais il y a des membres du syndicat qui militent dans PASTEF, comme il y a des membres du syndicat qui militent dans le Réumi ou dans l'APR ou je ne sais quoi. Le syndicat, c'est l'ensemble des gens des impôts qui se retrouvent dans le syndicat qui ont acheté leur carte de membre. Donc, chacun, après, a sa liberté d'opinion pour aller militer où il veut. Oui. Qu'il y ait maintenant, après, des membres... Attendez, depuis quand est-ce que dans ce pays-là, ça pose problème? Combien de syndicalistes, les Youssou Touré et autres là, ils n'étaient pas dans la paire quand ils menaient des luttes syndicales contre, etc. Mais les agents des impôts et domaines, je vais vous dire une chose, c'est des gens d'une maturité. Personne ne peut les engager dans un combat politique. Si le syndicat se levait pour dire on donne un mot d'ordre politique, personne ne suivrait. Mais quand il s'agit d'un agent de la maison qui fait l'objet d'une cabale, le syndicat est libre. Si le syndicat considère que c'est le cas, il est libre de dire nous prenons fait et cause pour cet agent. Oui, qu'il soit de la paire. Pour qui vous vous fatiguez, est-ce qu'il vous soutient dans ces moments? Mais évidemment, je vous dis, aujourd'hui j'ai un problème pour gérer les marques d'affection et de sympathie venant de tous les segments du peuple, d'ici comme de la diaspora. Je suis obligé quelquefois de fermer mon téléphone pendant 48 heures. Je ne peux plus marcher dans la rue sans être interpellé par des Sénégalais qui nous félicitent, qui nous encouragent, des guides religieux de tous bords. Et c'est ça la motivation essentielle. Non pas par rapport à la procédure elle-même, mais par rapport au combat que nous menons, le combat politique, de restaurer l'État, de restituer l'État au peuple, de remettre l'État et les intérêts du peuple au centre des préoccupations de l'État. Et quand on nous manifeste un soutien, ce n'est pas Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, ça n'intéresse personne. Mais c'est Ousmane Sonko, leader d'un parti, qui pose un débat de fond, qui touche les vrais problèmes du pays. Oui. Et c'est ça qui intéresse aujourd'hui les Sénégalais. J'en profite en tout cas pour remercier tous ces Sénégalais, les milliers et les milliers de Sénégalais qui nous manifestent. Il va falloir passer au service commercial de Walfadjri. Voilà, nous en venons aux positions que vous défendez en tant que président du PASTEF dans l'espace public. Sous cet angle, comment évaluez-vous le mode de gouvernance du président Macky Sall? Mais si je devais résumer ça en un seul mot, c'est scandaleux. Pourquoi c'est scandaleux? Pour quelqu'un qui avait décrété la gouvernance sobre et vertueuse, mais c'est scandaleux ce qui se passe dans ce pays-là. Chaque jour avec son lot de scandales. Chaque jour. Et c'est des milliards et des milliards qui sont compromis. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, dans la galaxie Sall, imaginez-vous, prenons le cas du pétrole. Comment pouvez-vous comprendre que le Sénégal ait du pétrole? J'ai entendu l'autre jour le ministre Thierno Alassane Sall, pour lequel j'ai beaucoup de respect, en tout cas l'un des rares que je respecte bien dans l'affaire pour ses positions quelquefois, mais qui pour une fois est complètement passé à côté quand il disait que non, les gens disent n'importe quoi parce que sur l'histoire du pétrole, nous avons
personne ne sait où se trouve le pétrole, des gens viennent, investissent des milliards, ils peuvent trouver, ils ne peuvent pas trouver. Mais nous connaissons la procédure. Nous ne sommes plus à l'étape des prospections. Dans le pétrole, c'est la prospection, c'est avant l'exploitation, le développement, et ensuite on va vers l'exploitation. Et chacune de ces phases correspond à quelque chose. Le pétrole a été découvert par phare depuis 2000 au Sénégal. Macky Sall était en ce moment directeur de la banque des données de Petrosen. Et quand les premières conclusions étaient rendues, il était directeur général de Petrosen. Il connaît très bien tout ce qui se passe. Il a la cartographie du pétrole sénégalais et des mines du Sénégal. Et c'est un délit d'initié que d'avoir mis son frère dans l'exploitation du pétrole, qui aujourd'hui se retrouve avec des blocs pétroliers dans le cadre de cette entreprise-là, qu'on appelle Petrotim. Oui. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'exploitation, parce que le pétrole, on a découvert énormément de pétrole. Certains spécialistes même disent qu'on en a découvert plus au Sénégal qu'au Qatar. Mais je discutais avec des experts de la SAR qui me disent que pour le moment, le raffinage ne peut pas être fait ici parce que c'est du pétrole relativement lourd. Les gens savent que l'exploitation peut prendre du temps. 2 pipelines ont été construits. L'un pour alimenter le Sénégal sur nos 10 petits pourcents qui nous restent. Et l'autre, c'est pour alimenter directement les tankers qui viennent prendre et partir directement. Mais dans ces conditions-là, on donne à des gens qui n'ont ni les références, vous ne me direz jamais quelle est la référence de Alioune Sall en matière de pétrole, qui se retrouvent avec des concessions pétrolières et qui vont les revendre sur le marché international. Ils se retrouvent avec des milliards sans avoir investi quoi que ce soit. Et le pire, c'est que les conséquences fiscales qu'on devait en tirer, on ne les tire même pas. Mais ça, c'est scandaleux. Ils sont au cœur du pétrole. Le frère a même créé une autre entreprise qui s'appelle Sahel Aviation, dont la société mère est domiciliée à l'État de Delaware, qui est un paradis fiscal. Ouais. Nous rappelons que Petrotim était domicilié aux îles Caïmans. Tous ces montages-là sur le dos du peuple sénégalais. Et si vous le dénoncez, vous faites l'objet d'une procédure disciplinaire. Donc, vous faites référence à l'accaparement de nos capitaux. Mais c'est un accaparement familial de nos ressources. C'est-à-dire qu'ils se sont partagés le pays. Madame, c'est tout ce qui est hydraulique, assainissement avec sa famille, jusqu'à AHS. Nous y reviendrons dans une prochaine conférence de presse. Et monsieur et ses frères, c'est le pétrole. Mais pourquoi nous, on accepterait de regarder ça sans le dénoncer? C'est un crime de le dénoncer. Si on dit si on diffame, ils n'ont qu'à porter plainte. Vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent Aliou Sall nous répondre sur ces questions depuis qu'on a commencé à en parler. J'ai témoigné sur ça au niveau de l'OFNAC. Et vous m'aviez dit tantôt quelle est l'origine du Kourou. Voilà un des éléments. C'est ça qui a valu à Nafi Ngom Keïta son limogeage. C'est ça qui vaut à Ousmane Sonko une procédure disciplinaire. Et avec d'autres questions. Le fait qu'on ait découvert, oui, le deal familial, ça ne passe pas. Et on a un président qui pique des colères et qui appelle des ministres pour le dire je ne veux plus qu'il soit ministre. C'est comme ça que ça se passe. Je ne veux plus qu'il soit fonctionnaire. Débrouillez-vous. Et après, les pauvres, Viviane Bampassi, qui est quand même ma promotionnaire à l'ENA, on se connaît très bien. Je sais que ce n'est pas de gaieté de cœur. Oui. Le directeur de la fonction publique qui a signé l'affaire, je le connais très bien. Je sais l'estime qu'il me porte. Et je sais qu'ils ont été contraints à faire. Mais si j'avais violé une quelconque règle dans le cadre de ma profession, je vous dis que ça serait partie de mon directeur immédiat, oui, qui peut faire un rapport circonstancié sur l'exercice de ma profession et qui ne vous dira jamais qu'il n'est pas satisfait de mon travail. Si on comprend bien, on a affaire à une dynastie dans la gestion du pouvoir. Oui, mais c'est une tentative. Le président Macky Sall se trompe s'il pense qu'il peut. Il se trompe de peuple, il se trompe d'époque. S'il pense qu'il peut faire main basse sur ce pays et fonctionner sur la base des intimidations. Tantôt c'est la CREI, tantôt il était le premier à devoir répondre à la CREI. Il répondra d'ailleurs parce que son mandat prendra fin. Parce que qui était Macky Sall en 2001 et qui est Macky Sall en 2008, il faut qu'on réponde à ces questions-là. Mais s'il pense que c'est par l'intimidation qu'il peut gouverner ce pays-là, le message que je lui ai envoyé tantôt, je le réitère, oui, il nous inspire tout sauf la peur. Et nous continuerons à faire de la politique conformément à ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas pour rien que tous ceux qui ont tenté la... Il incarne nos institutions. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on ne regarde pas comment justement il incarne ces institutions-là. Nous sommes en démocratie. Nous ne lui avons pas donné un chèque blanc pour qu'il fasse ce qu'il veut dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une opposition, à mon avis, et des contrepoids, oui, dans la société civile et un peu partout. Avant lui, d'autres sont passés.
Et des Sénégalais ont pris leur courage pour mettre à nu les pratiques, et ce qui a valu leur départ. Il passera par le même chemin. Dans ce cadre, aviez-vous bien saisi ses mises en garde quand il disait aux opposants, méfiez-vous du lion qui dort, ne le réveillez pas? Vous savez, nous, on est des êtres humains, on n'est pas des lions ni des hyènes. Ce langage de jungle ne nous intéresse pas. Un président de la République qui s'adresse à son peuple et qui donne l'image d'un lion, je ne sais pas, et ça renvoie d'ailleurs. Il y a une mégalomanie. Vous voyez cette profusion de photos un peu partout. Quand c'est des bus qui arrivent, on imprime 1000 photos du président Macky Sall. Si on devait inaugurer des toilettes publiques, il faudrait des photos. Il faut analyser l'homme. Et comment pouvez-vous mettre, quand le président Macky Sall parle à son peuple, excusez-moi du terme, mais c'est avec une arrogance que rien n'explique. Rien. C'est des menaces. Il peut le faire avec son parti. J'ai vu aujourd'hui, il menace les gens de son parti. Il peut le faire, si eux, ils acceptent. Mais nous ne sommes pas ces sujets. Il ne peut pas nous menacer. Et quand le président Macky Sall va inaugurer un ouvrage public financé avec nos deniers, mais qu'il enfile l'habit du président de parti pour menacer son opposition, et qu'il se fait rabrouiller, battre sur son propre terrain par cette opposition-là, mais il n'y a pas de quoi... avant lui, qu'est-ce qu'Ablaïd n'a pas entendu? Les gens ont même mis un cercueil pour dire Ablaïd est mort. Abdou Diouf, n'a-t-on pas dit Mouché Forage, Madame Moulin, avec toute autre chose? Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont radié des gens ici? Les Landing Savané et autres, ils étaient là fonctionnaires au ministère des Finances. Ouais. Ils faisaient leur activité politique. Mais cet homme pense qu'il peut intimider les Sénégalais par la dictature. Et ça ne passera pas. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Oui. Nous serons là, et le jour où nous serons hors de l'administration, nous serons beaucoup plus à l'aise pour faire ce que nous sommes en train de faire. S'agissant du pétrole, quels sont les enjeux géopolitiques de la découverte du pétrole, mais aussi les menaces que cela pourra faire peser sur notre pays? Vous savez, on a tendance à parler de la malédiction du pétrole. En tout cas, moi, je ne suis pas tout à fait rassuré, surtout avec le président que nous avons, par rapport à la découverte de ce pétrole. Vous avez remarqué que subitement, le Sénégal est devenu un grand enjeu pour les États-Unis. Pendant longtemps, le Sénégal ne comptait pour les États-Unis qu'en termes d'exemple démocratique en Afrique. Maintenant, on nous dit qu'il nous faut des bases militaires, etc. Parce que tout le pétrole va quasiment à des compagnies américaines. Oui. Ce qui me semble ne pas plaire à nos maîtres habituels, notamment la France, et les signaux qui sont émis tout le temps par la presse française, les renseignements généraux, menaces d'attentats au Sénégal, etc., je ne les déconnecte pas de cela. Parce qu'aujourd'hui, oui, à chaque fois que certaines puissances ont senti qu'elles étaient en train de perdre leur précaré, ce qui s'est passé au Nord Mali et dans beaucoup d'autres zones, il y a eu des stabilisations pour démontrer que vous avez encore besoin de nous. Donc vous craignez et quand l'Amérique débarque au Sénégal, ce qui l'intéresse, c'est de sécuriser également ces plateformes pétrolières. C'est pourquoi elle demande une île, peut-être l'île aux serpents, pour pouvoir sécuriser. Donc tout cela nécessite que la gestion du pétrole soit transparente. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de publier les contrats de partage et de production? Si on avait une Assemblée nationale digne de ce nom, au lieu de ce machin qui est là en train de cautionner toutes les forfaitures, si on avait une Assemblée nationale digne de ce nom, ils allaient exiger à ce que tous ces documents soient au moins publiés, transmis à l'Assemblée nationale. Mais le peuple a le droit. Ailleurs, on publie les contrats de partage et de production dans les sites gouvernementaux. Mais ici, on gère tout dans une opacité totale. Et c'est là où je ne suis pas rassuré, oui, surtout avec les gouvernants que nous avons par rapport au pétrole. Je ne le souhaite pas, oui, mais je crois que le Sénégal n'est pas totalement en sécurité aujourd'hui avec cette découverte du pétrole. En parlant, la justice est-elle complice avec ces agissements du pouvoir? Vous savez, quand on parle de justice, la justice elle-même a répondu. Parce qu'il y a guère longtemps, la justice a posé la problématique de l'indépendance de la magistrature. Et nous savons que l'indépendance de la magistrature, ce n'est pas par rapport à vous et moi. Nous n'avons aucun impact sur le déroulement des procédures, mais c'est par rapport à l'exécutif. Donc, évidemment, parler de la justice dans sa globalité, je ne ferai pas l'erreur que beaucoup de Sénégalais font. Partout où vous allez, vous trouverez des gens intègres, sérieux, compétents, qui veulent faire le travail correctement et qui souvent sont mis en marge parce que le pouvoir politique ne veut pas de ce genre-là. Ça,
c'est aux impôts et domaines, c'est à la douane, c'est au trésor, c'est dans la justice. Donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais ce qui est constant, c'est qu'une certaine justice, une certaine magistrature, certains magistrats sont des complices du système et valident toutes les forfaitures du système. Et ça, tout le monde le sait dans ce pays, y compris les magistrats. Et l'administration est-elle de connivence? Vous savez, pour moi, le peuple sénégalais doit accompagner le mouvement qui est en marche. Tout ce que vous voyez, les résistances que vous voyez, quand un syndicat des impôts sort pour dénoncer les remises gracieuses, qui sont un scandale quand même, il ne le fait pas parce que l'argent va leur retomber dessus. Non, ils le font parce qu'ils considèrent que ça, ce n'est pas bon pour le peuple. Quand des magistrats sortent pour poser la problématique de l'indépendance de la magistrature, ça va dans le même sens. Il faut qu'aujourd'hui, ces velléités naissantes au sein de l'administration, de restituer à l'administration sa noblesse, c'est-à-dire une administration républicaine au service de l'État et du peuple sénégalais, il faut que le peuple, les mouvements citoyens, le citoyen lambda accompagnent ce mouvement-là parce qu'il y va du salut de ce pays-là. Et donc, c'est ça qui est en train de se jouer. Si vous voyez aujourd'hui qu'on brime des douaniers, qu'on les met aux arrêts, qu'on les sanctionne, qu'on les traduit en conseil de discipline, simplement parce qu'ils veulent créer un syndicat et contrebalancer et dire ça, c'est pas normal. Mais voilà actuellement ce qui se passe dans nos administrations. Fondamentalement, les enjeux que vous voyez au sein des administrations, c'est entre deux groupes. Ceux qui veulent continuer à faire de l'administration un repère de béni-oui-oui, qui suivent au droit à l'œil l'autorité politique, même lorsque l'ordre est manifestement illégal, et même lorsque l'acte est contre le peuple sénégalais, et ceux qui ne veulent pas de cela, et qui ont dit que ça ne peut pas continuer, on est au XXIe siècle. Dans cette lancée, le ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, a fait savoir que la traque des biens supposés mal acquis va se poursuivre. Êtes-vous optimiste? Non, c'est du cinéma. Moi, quand j'entends ces ministres-là, solennellement, costume, cravate, raconter des histoires, j'ai dit, mais on est dans quel pays? Nous avons mis au défi ce ministre quand il a dit que 50 milliards ont été rapatriés dans le cadre de la traque. De publier ces 50 milliards? On l'a pris chez qui? C'est entré dans quel compte budgétaire? Si c'est du foncier, on l'a pris de qui? Et ça a été muté au nom de l'État quand? Si c'est des entreprises, même chose. Mais personne ne peut vous dire. Et j'avais révélé lors de notre dernière conférence de presse que des assiettes foncières ont été récupérées à des gens qu'on a considérés comme étant des prête-noms de Karim et réattribuées immédiatement à des proches de Macky Sall. C'est ça la traque des biens mal acquis. Ça, c'est du recel de biens mal acquis. Donc, ces gens-là, ils font leur petit cinéma, mais ils n'ont qu'à, de manière transparente, amener des éléments concrets pour nous dire voilà ce que la traque a donné et voilà ce que la traque a coûté. Parce qu'ils ont mis des milliards dans cette traque-là, envoyant des commissions rogatoires un peu partout dans le monde. Alors qu'à côté, il y avait des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, des corps de contrôle au sein des administrations. On n'avait même pas besoin d'enquêter. On transmet directement au procureur parce qu'il y a des faits circonstanciés, chiffrés et qui engagent les gens. Mais quand on épingle, dans le cadre de l'OFNAC, ce directeur du COUD, membre de l'APR, qui a fait des malversations, des détournements de deniers publics, et que ce soit le directeur de cabinet du président lui-même qui monte au créneau pour défendre. Et après, on veut nous faire avaler la traque. La traque, c'est pour les adversaires politiques. Ce n'est rien d'autre. Qui établit la liste des gens qui doivent répondre devant? N'est-ce pas, on avait dit que l'OFNAC, c'est pour les tenants actuels du pouvoir. Mais même la traque, ça doit être pour eux. Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils étaient dans le régime précédent. Beaucoup d'entre eux. Ils avaient des responsabilités dans des directions générales. Pourquoi est-ce que ça va être seulement pour les autres? Même pour eux. D'accord. Jugez-vous que l'État, sur le plan économique, préserve l'intérêt des investisseurs étrangers au détriment des nationaux? Mais que nenni. Vous voyez ce qui s'est passé avant-hier avec la Sonatel? C'est une trahison. Comment pouvez-vous aujourd'hui donner la licence 4G à la Sonatel quasiment au même prix qu'on avait donné il y a je ne sais pas combien d'années en arrière la licence 3G? Et coupler ça avec une reconduction d'ailleurs illégale de la concession. On privilégie aujourd'hui France Télécom au détriment... Est-ce qu'il y a d'illégal dans la procédure? Non, vous savez, le samedi passé, j'ai assisté, parce que moi, je vais à la source, je vais me documenter. Et les syndicalistes de la Sonatel, dans le cadre des samedis de l'économie, ont fait une présentation détaillée de cette affaire-là. Mais on l'a fait avant terme, en ne respectant pas
les dispositions réglementaires qui encadrent cette affaire-là, et sans que on puisse en tirer ce qu'il fallait en tirer pour le trésor public. Autant de choses qui nous font dire que quand même, c'est des scandales. Regardez ce qui s'est passé au port où on a expulsé 8 entreprises sénégalaises ou un peu plus pour implanter Négotrans qui n'avaient pas les références au moment où on l'implantait. Aujourd'hui, 80% ou 85% des marchés dans le cadre de leur plan Sénégal endetté sont alloués à des entreprises étrangères. Pourquoi endetté? Mais lui-même, maintenant que nous tirons régulièrement sur le niveau d'endettement, vous avez entendu le président la semaine dernière dire « Oui, il faut qu'on gère l'endettement et qu'on trouve les moyens de financer nous-mêmes nos politiques. » Mais comment vous pouvez faire ça alors que votre frère a vendu des biens du Sénégal et devait payer 96 milliards de recettes fiscales, vous bloquez le dossier? Comment vous pouvez faire ça lorsque vous accordez 50 milliards de remises gracieuses, où on fait chaque jour des actes de compromission qui coûtent extrêmement cher à ce pays-là? C'est-à-dire, entre le discours et les actes, il y a un océan. Donc, si vous donnez 80% des marchés à des entreprises étrangères, quand le garage pompier, quand même, Ndeye Fatou, depuis 1960, nous avons des entreprises de BTP qui construisent très bien. Le président Macky Sall, là où il habite à Mermoz, ça a été construit par la SICAP. Vous prenez ça, vous donnez à des Marocains, à un prix au mètre carré qui à la limite, ridicule. Vous leur donnez toutes les facilités pour soi-disant construire des immeubles. Et vous laissez en marge des milliers et des milliers d'entreprises sénégalaises, aussi bien de grandes, de moyennes que de petites, qui pouvaient en tirer quelque chose, payer des impôts ici, parce qu'on les exonère tous. Hein. Toutes ces entreprises étrangères, on leur donne des exonérations extraordinaires. Elles ne payent rien. C'est votre pays qui nous prête de l'argent, que nous allons rembourser avec des intérêts, qui nous impose son entreprise, qui nous impose une exonération, et qui, maintenant, ils amènent même leurs travailleurs. Vous voyez quand les Chinois ils viennent. L'entreprise étrangère peut imposer ces conditions mais au pays d'accueil? Si on a quand même un leadership politique frileux, mais on supporte tout. Donc, autant de questions qui nous fondent à dire aujourd'hui quand même que le président Macky Sall, il travaille pour l'étranger. C'est pourquoi quand il dit qu'il a 6% de taux de croissance, ce qui n'est même pas le cas, mais s'il dit qu'il a 6% de taux de croissance, les 5% sortent du pays. Et c'est pourquoi on n'a pas de recul de la pauvreté, on n'a pas créé d'emplois au Sénégal, on a nos écoles publiques qui sont par terre, nos hôpitaux publics qui sont par terre, parce qu'on travaille pour les autres. Aucun pays ne s'est développé sur ce schéma-là. Monsieur Ousmane Sonko, l'élection des hauts conseillers est prévue pour le 4 septembre prochain. Est-ce que le PASTEF va y participer? Non, que nenni. De toute façon, pour deux raisons. D'abord, le PASTEF est un parti qui vient de naître, qui n'a pas encore participé à des élections. Nous ne sommes pas représentés dans les conseils municipaux et autres pour pouvoir présenter des conseils. Mais même si c'était le cas, nous ne participerons pas. Parce que nous sommes logiques avec nous-mêmes. Nous avions dit qu'il ne fallait même pas organiser le référendum. Nous n'avons pas dit non. C'est vers la fin, à 4 ou 5 jours, que nous avons pris position. Mais nous avions dit, et c'est pourquoi nous avions introduit un recours devant la Cour suprême pour attaquer les actes de convocation du corps électoral et de portant publication du texte. Nous avions dit ça. C'est pas un référendum, c'est pas une réforme constitutionnelle. On amuse la galerie. Les vraies questions de la réforme constitutionnelle n'ont pas été abordées. Donc, partant, nous ne pouvons pas nous contredire, nous, d'avoir mené toutes ces batailles-là pour ensuite venir dans des institutions inutiles, budgétivores, politiciennes, aller nous battre pour avoir, je ne sais pas, des choses ridicules. Maintenant, la vraie question qu'il faut poser, c'est qu'est-ce que coûte tout ça? La réforme constitutionnelle, c'est 10 députés de l'étranger de plus. Comment ça va marcher? Ils vont être à l'étranger au Sénégal. Qui va payer leur billet d'avion pour qu'ils viennent dans les sessions, ainsi de suite. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir de députés de l'étranger, mais ces questions n'ont pas été tranchées. Vous dites 150 conseillers qui seront dans les mêmes conditions que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a un budget de 8 milliards. S'ils sont dans les mêmes conditions, avec véhicules, carburant, salaire de minimum 900 000, etc., pour que ça serve à quoi? Aujourd'hui, il nous faut évaluer le coût de ce référendum-là et par rapport aux avantages qu'on passe à en tirer. C'est une mascarade et nous ne pouvons pas, nous,
accepter de participer à des mascarades. J'ai entendu ce matin Mme Mimi Touré qui aujourd'hui, je ne sais même plus si, est-ce qu'elle n'a pas été désorientée par sa défaite, qui disait que non, c'est une commande de la CNRI. Mais c'est totalement faux. Je peux vous lire ce que la CNRI a dit. Oui. La CNRI a dit, s'agissant de la structure même du Parlement, la CNRI a fait le constat des positions contradictoires exprimées par les citoyens et les porteurs d'enjeux sur l'option bicaméraliste ou monocaméralisme. La CNRI recommande que le Sénat ne soit pas ressuscité dans un avenir proche. Cette chambre créée 2 fois et dissoute 2 fois en moins de 12 ans cristallise tous les rejets nés des rancœurs et des fractures des populations, mais aussi d'une partie de la classe politique. Il ne doit pas être envisagé son retour sans qu'auparavant un consensus fort n'ait été construit autour d'un format débarrassé des turpitudes passées qui l'ont tant dans sa composition à dominante clientéliste que dans son fonctionnement gabégique, dénué de toute valeur ajoutée démocratique. Oui. C'est ça que la CNRI avait dit. Et quand j'entends un haut responsable de l'APR défendre ce projet-là en invoquant la CNRI, j'ai dit c'est une mauvaise foi manifeste. Et malheureusement, c'est ça l'APR. Comme on y est, comment réagissez-vous par rapport au tiraillement au sein de la mouvance présidentielle dans cette période d'investiture? Mais il ne nous intéresse pas. Vous savez, moi, quand je vois ceci, j'ai pitié des Sénégalais. J'aimerais même pas épiloguer sur ces questions-là. Ça montre simplement leur véritable nature. Chacun fait de la politique pour avoir quelque chose à soi. Pour beaucoup, c'est un moyen d'ascension sociale. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de boulot ou n'en ont jamais eu et ne comptent que sur la politique. Mais c'est ridicule. Oui. Dans le débat sur la double nationalité, quelle est votre réflexion là-dessus? Vous savez, c'est un débat pollué. Mais avant d'entrer dans le fond, oui, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que M. Macky Sall était le président indiqué pour poser ce débat? Pourquoi? Voilà un homme dont toute la famille est de nationalité américaine. Lui n'en est pas. Mais épouse, enfant, tout le monde sont de nationalité américaine. Voilà un homme qui, entre 2008 et 2012, a payé presque 50 millions d'impôts au fisc américain, rien que sur sa maison de Houston. Dans sa déclaration de patrimoine, il a dit appartement. Ce n'est pas appartement, c'est une maison. Rien que sur sa maison. Aujourd'hui, sa famille, son épouse, paye des impôts, parce que l'Amérique, ce n'est pas comme ici. Vous payez vos impôts. Et sur des revenus gagnés au Sénégal, dont je ne suis même pas sûr qu'ils ont été imposés au Sénégal. Est-ce que cet homme-là est le mieux indiqué pour parler de questions de double nationalité? Si ce n'est dans une perspective politicienne d'écarter des adversaires politiques. Oui. Ce qui, en soi, quand même, est regrettable. Et c'est une régression pour ce pays-là. Oui. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale de voter une loi. La Constitution a posé un principe sur la nationalité du candidat à l'élection présidentielle. À côté, le Code de nationalité, notamment l'article 18, a réglé définitivement la question de la nationalité, en disant que celui qui acquiert, un adulte qui acquiert une nationalité autre que sénégalaise, perd la nationalité sénégalaise. On n'a pas besoin, dans le cadre d'un processus électoral, d'aller encore légiférer au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il faut Maintenant, faire? pour la nationalité, nous considérons au niveau de PASTEF qu'il y a plusieurs aspects. Oui. La nationalité, il y a ceux qui ont la nationalité de naissance. Ils sont de mère française, anglaise, etc., ou de père, oui, qui ont cette nationalité-là. Mais ça ne pose pas de problème. Deuxième catégorie, il y en a dont la nationalité est un instrument de travail. Un émigré qui vit en Amérique, qui vit en France, avoir la nationalité, c'est un instrument de travail. Ça ne veut pas dire qu'il a préféré une autre patrie. Depuis que j'ai commencé en politique, je n'ai pas vu plus patriotes que les émigrés de ce pays-là, qui suivent quotidiennement ce qui se passe dans ce pays. Donc, oui, ça c'est un instrument de travail parce que autrement, vous êtes en train de renouveler une carte de séjour, vous êtes contrôlé à tout bout de champ, ainsi de suite. Il y a maintenant, oui, ceux qui cherchent la nationalité, et c'est nos hommes politiques, pour s'aménager une couverture au cas où ça irait mal. Et c'est ces gens-là qui me gênent fondamentalement. Et tous nos hommes politiques presque ont la double nationalité. C'est difficile à prouver quelquefois. Moi, j'en connais qui en ont. Oui. C'est difficile quelquefois à prouver. Mais ils cherchent ça parce que c'est des gens, des prébandiers, qui profitent de l'État
Et le jour où ils vont mettre le feu au pays, ils vont s'extirper et nous laisser avec notre pays. C'est cette catégorie-là qui pose problème. Mais fondamentalement, je peux comprendre qu'un président de la République soit de nationalité exclusivement sénégalaise. Ça ne veut pas dire que le président de la République de nationalité exclusivement sénégalaise est plus patriote que celui qui a une autre nationalité. Mais c'est pour prévenir les conflits d'intérêts, simplement. Vous savez, certains pays, quand vous avez leur nationalité, il y a un certain nombre de droits et d'obligations qui pèsent sur vous. J'ai un ami dont l'une des filles est américaine. En 2012, quand il y a eu les manifestations à Dakar, il me dit, à 23h, il reçoit un coup de fil de l'ambassade américaine qui lui dit, il faut préparer l'enfant. Si ça continue, nous allons venir la prendre. Il dit, non, c'est mon enfant, ce n'est pas notre problème, c'est une citoyenne américaine. Donc, dans ces pays-là, la nationalité est très contraignante. C'est très normal qu'on dise qu'on ne peut pas comprendre qu'un président de la République, gardien de la Constitution du Sénégal, premier défenseur des intérêts du Sénégal, puisse avoir d'autres nationalités. Mais comme la Constitution a posé le principe, d'autres textes sont venus compléter. La Cour constitutionnelle qui reçoit les candidatures vérifie un certain nombre de choses. Mais pourquoi en faire un débat politicien aujourd'hui? Êtes-vous d'accord avec l'abrogation de l'article 28 de la Constitution qui sera un peu réaménagé en y ajoutant 5 ans d'être exclusivement sénégalais avant le jour du scrutin? Vous savez, nous avions soulevé un autre débat d'ailleurs beaucoup plus intéressant que ces détails-là. Oui. C'est que le président Macky Sall, son mandat se termine le 3 avril 2017. Parce que quand ils ont fait leur forfaiture constitutionnelle, déguisant le wah-wahet sous l'avis ou la décision d'un conseil constitutionnel, dans la précipitation à faire passer la Constitution, la mouture qu'ils ont présentée au peuple, parce que je rappelle que la seule Constitution valable, c'est celle qui a été votée par le peuple, par voie référendaire, cette mouture-là a supprimé les dispositions transitoires de l'article 108, qui prévoyait la non-applicabilité de la réduction du mandat au mandat en cours. Le seul avis du Conseil constitutionnel ne peut plus suffire parce que le Conseil constitutionnel est un pouvoir constitué, ce n'est pas un pouvoir constituant. Nous avons demandé à ce qu'un débat soit ouvert sur la question. J'ai vu des constitutionnalistes, Ngoude Khan, je crois, qui a écrit une excellente contribution la semaine dernière sur la question pour conforter un peu ce que nous avons dit. Ouvrons les débats sur ces questions-là qui me paraissent beaucoup plus importantes que des entreprises de liquidation d'adversaires politiques. Tantôt c'est par la nationalité ou la vie privée, tantôt c'est par une procédure disciplinaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'il y a des débats beaucoup plus intéressants que cela. Et comme ils sont nombreux dans ce cas de figure, c'est-à-dire dans ce débat sur la double nationalité, serez-vous solidaire à l'endroit de Karim Wade et d'Abdoul Mbaye, dont l'invalidation de leur dossier de candidature à la présidentielle de 2019 se précise? Solidaire si ils devaient être écartés de la course à la présidentielle sur la base de ce qu'ils sont en train de faire, oui, nous sommes solidaires avec eux. Si maintenant, c'est en vertu des dispositions de la Constitution telle qu'elle est sortie du référendum et des autres textes de loi que nous connaissons, que la Cour constitutionnelle considère qu'ils ne sont pas éligibles, il n'y a pas de solidarité à faire. Mais ces forfaitures, cette manipulation de l'Assemblée nationale à tout bout de champ, des gens qui ne se relèvent pas encore d'ailleurs de cette fameuse histoire des impôts non reversés, qui sont tout le temps dans la forfaiture, tout le temps, des applaudisseurs professionnels qui votent sans savoir ce qu'ils votent. Certains députés ne savaient même pas qu'ils ont voté le code de la transparence et de la bonne gouvernance qui avait instauré l'obligation de dénonciation pour un fonctionnaire qui voit des choses qui ne sont pas positives pour le pays. Oui. C'est des gens qui ne savent même pas ce qu'ils votent. Ils vous donnent des lois, on leur donne des trucs, ils votent sans savoir ce qu'ils ont voté. Pourtant, ils ont voté la loi portant refonte partielle du fichier électoral. Oui, quelle est votre réaction en faisant un passage en force. Malgré le veto opposé par mais c'est un passage en force parce que tout le monde sait que les négociations ne sont pas bien déroulées et qu'il y avait possibilité d'affiner un certain nombre de choses. Ils ont fait le passage en force. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que les Sénégalais doivent comprendre, contrairement à ce que les gens pensent, le véritable changement dans ce pays, ça passe par l'Assemblée nationale. Parce qu'on a un seul problème fondamentalement. Les dérives du président de la République, c'est parce qu'on n'a pas d'Assemblée nationale. Parce qu'une Assemblée nationale à laquelle on a donné énormément de prérogatives, la possibilité de poser des questions orales, des questions écrites, la possibilité de convoquer les ministres, les directeurs généraux, les chefs d'agence, pour leur dire
sur le bloc Sénégal onshore, le bloc Sénégal Sud ou Saloum onshore. Dites-nous comment ça s'est passé, où sont les contrats. Une assemblée à laquelle on a donné la possibilité de commettre des commissions d'enquête parlementaire et de faire des rapports directement adressés au procureur de la République. Si aujourd'hui on se dote d'une bonne Assemblée nationale, je vous assure que ce sera le début de la transparence dans ce pays-là. Mais avec ce machin que nous avons, qui aurait dû démissionner d'ailleurs avec l'histoire des impôts au niveau de l'Assemblée nationale, oui. Il n'y a pas d'espoir. Ce n'est pas parce qu'on a voté quelque chose à l'Assemblée nationale que truc. Moi, je ne suis même pas les débats à l'Assemblée nationale parce que vous voyez des gens qui n'ont aucun niveau. Ce que j'appelle moi des analphabètes étatiques. Aucun niveau. Les députés? Certains députés, pas tous. Il y a de bons députés, mais qui malheureusement sont marginaux, ils n'ont pas de groupe parlementaire, ne peuvent pas poser sur la machine. Mais quand vous entendez certains députés de la majorité parler, vous vous dites, est-ce qu'il est même allé à l'école? Et c'est ça notre Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous voulez de bon? Qu'est-ce que vous attendez de bon de cette Assemblée nationale? Oui, après le vote du texte, va-t-on vers des remous dans les rapports entre pouvoir et opposition? Mais évidemment, nous, en tout cas, nous sommes en train de travailler avec toute l'opposition, la vraie opposition. Je ne parle pas de cette opposition versatile, chancelante, qui tantôt négocie, tantôt sort, etc. Toute l'opposition radicale. Nous sommes en train de travailler à mettre en place un front contre les dérives autocratiques de Macky Sall. Ça, il va avoir une opposition en face de lui. Quels sont les partis qui figurent dans l'opposition? Mais il y en a beaucoup. Ce matin, j'étais même avec, je crois que votre radio est venue couvrir, un parti qui regroupe plus ou moins une composante des Sénégalais, notamment les handicapés. Aujourd'hui, nous travaillons dans le cadre des forces de l'espoir avec beaucoup de partis politiques, des Yon Askanui, le CET de Moussa Touré, RND de Diallo Diop, ainsi de suite. Beaucoup de partis, mais nous discutons aussi avec tous les autres acteurs parce que nous sommes ouverts. Abdoul Mbaye vient nous voir, on échange. Un autre, je ne peux pas les citer tous, oui. On échange. L'objectif, c'est de mettre en place un front. Nous avons écouté tout le monde, les Gakou, les Abdoul Mbaye, etc., même le Réumi, nous écoutons tout le monde. Oui. Le premier objectif, c'est de mettre en place un front fort et solide contre les dérives de Macky Sall. Ce n'est pas un front électoral pour le moment. Mais ensuite, les gens qui se retrouvent autour de principes et de valeurs, si c'est tout le monde, c'est tout le monde. Si ce n'est pas tout le monde, chacun avec ceux avec qui ils pensent partager des valeurs, oui. Vont constituer leur coalition éventuellement, ou si certains veulent aller seuls, ils vont seuls, pour aborder les élections. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter les dérives de Macky Sall. Oui, M. Ousmane Sonko, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du parti PASTEF Les Patriotes et que vous étiez notre invité dans l'émission Opinion. Merci, Mandei Fatou. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à toute la réalisation, à l'occurrence Aline Badarandiaï, Mamsidi Diop. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la coordination, Ousseynou Sall pour la décoration et Madame Baye Amin Tambay pour les soins esthétiques. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le nouveau programme 2016 de Walfadjri TV. Merci.